Les impressionnistes n'ont pas toujours été incontournables. Qui croirait, alors que tu te promènes paisiblement dans ta galerie du musée d'Orsay, alors qu'ils apparaissent comme des favoris, qu'à une certaine époque, surtout lorsqu'ils ont voulu commencer à se montrer, ils ont été littéralement défenestrés. Voici la leçon de la percée des impressionnistes, voici pourquoi ces leçons te seront utiles si toi aussi tu souhaites vivre de tes créations. Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Morisot, tout ça ce sont des grands noms de ces peintres de l'époque, de ces impressionnistes qui partaient avec une même intention, celle de graver l'impression fugace, l'impression glanée comme celle de Monet lorsqu'il voyait ces nuances de lumière sur la cathédrale de Rouen, et qui cherchait à, effacer ce geste de la peinture pour ne retranscrire qu'une sensation. Ces peintres, ils se laissaient guider par leurs sensations, ils se sentaient étouffés par les codes classiques. Ce qu'ils voulaient, c'était aller chercher de la nouveauté, de la modernité, en étant beaucoup plus connectés à cet art, à cette puissance de la suggestion. Mais ceci passait par certaines étapes. D'abord, celle de se faire connaître, parce que c'était des personnes qui avaient des choses à dire, qui avaient envie de bouleverser ces codes classiques, qui avaient envie de s'en affranchir. Et il fallait aussi vendre, il fallait être capable de s'acheter à manger. Certains faisaient le choix, littéralement, d'arbitrer entre se chauffer, manger, peindre. Il leur fallait cet argent, parfois crucial, la délibération entre j'achète de la couleur ou j'achète du pain. Mais pour vendre, il fallait être vu. À l'époque, qui disait se faire connaître et vendre disait être exposé au salon annuel de peinture et sculpture. Mais voilà, il y avait un problème. Le problème, c'était que dès qu'une peinture ou une sculpture se trouvait trop en marge de l'académisme, elle était refusée. Par exemple, Cézanne. Est-ce que tu te souviens de Cézanne ? Peintre qui est devenu un emblème national. On va se faire un petit tour dans les années 90, où son profil, son portrait passait de main en main, à l'époque où il était à l'effigie des billets de 100 francs. Et bien ce même Cézanne, pour l'exposition annuelle de sculpture et peinture, il a été systématiquement refusé. Un éminent critique écrivait à l'époque « Trop de gens ne pensent qu'à marcher dans cette voie exécrable », c'était la voie donc de l'impressionnisme, il est temps de les en défendre et de sauver l'art. Et dis-toi qu'à cette époque, cette critique, elle paraissait dans l'un des journaux les plus éminents et ça faisait partie de l'opinion générale. Mais les impressionnistes ne se sont pas arrêtés là, ils ont décidé de persévérer et ils ont opté pour la voie de l'autonomie. Afin de s'affranchir de ce salon officiel trop arbitraire et où l'on ne savait jamais si la peinture que l'on avait préparée pendant plusieurs mois allait être acceptée ou refusée, les impressionnistes, dans l'urgence de vivre de leur art, ne serait-ce aussi que de manger, ont décidé d'organiser leur propre salon en 1874. Ils organisent comme ça une exposition collective au cœur de Paris. Aujourd'hui, on en garde un souvenir délicieux. On pense que cette exposition a été une révolution. Mais ce qui s'est passé à l'époque, c'était probablement pas du tout le cas. Elle a été très peu visitée et surtout beaucoup dénigrée. Nous n'avons trouvé qu'un amas de non-sens. Voilà une première salve. Un extrait d'une des premières critiques d'art qui ont visité l'exposition à l'époque. Un gâchis insensé, grotesque, sans précédent, heureusement dans l'histoire de l'art. Un petit nombre d'exposants a pris à partie les maîtres et les a couverts d'injures. Mais à nouveau, les impressionnistes ne se sont pas découragés face à ces injures, face à ces attaques. Ils ont décidé de continuer, ils étaient vraiment, faut le croire, déterminés et convaincus de leur mouvement. Et pendant 12 ans, ce salon s'est poursuivi avec de nombreuses années où la reconnaissance n'était pas, mais ça ne les a pas empêchés jusqu'à obtenir enfin du succès à Paris, Londres et même outre-Europe à New York à partir des années 1890, c'est-à-dire plus de 16 ans plus tard, jusqu'à arriver aujourd'hui à être exposé dans les plus grands musées du monde. Et de ce parcours, on peut retenir trois étapes qui te seront utiles pour toi, créateur inarrêtable. Parce que l'objectif de cette chaîne, rappelons-le, c'est vraiment ça, c'est de se construire le mindset, l'état d'esprit qui va faire que tu vas pouvoir continuer et atteindre cet objectif exactement comme les impressionnistes, à savoir celui d'être reconnu, celui de pouvoir exprimer ce que tu fais, celui de pouvoir vivre de tes créations. Voici donc ces trois étapes. La première, c'est déjà d'oser affirmer son style et se libérer parfois d'un académisme, parfois d'une bien-pensance, parfois d'une conviction générale qui peut être étouffante. La deuxième, c'est de se faire connaître et d'accepter
capacité de défendre tout au long de cette démarche où l'on décide de se faire connaître, défendre sa liberté d'esprit, afin d'atteindre cette troisième étape qui est celle d'être reconnu, qui est celle de pouvoir vivre de son art. Aujourd'hui, cette leçon des impressionnistes, quand bien même elle est plus de 130 ans, elle est encore valable. Ces règles-là sont encore valables. Et elles s'appliquent à tout artiste, tout artisan, tout expert qui décide de vivre de ses créations. Et c'est important de se souvenir de ces règles parce que sinon tu vas droit devant un problème. Un problème qui est en fait une sorte de courant mainstream. Prenons l'exemple d'un écrivain. Tu vas trouver sur internet des témoignages qui vont t'expliquer que telle personne a contacté cette maison d'édition et elle a été retenue. Ce genre de choses, c'est peut-être vrai, mais il faut comprendre que c'est extrêmement rare et donc ça n'a pas vocation à devenir une croyance généralisée pour tous les artistes, pour tous les artisans en herbe. La maison d'édition, et c'est bien légitime, une fois la rentrée littéraire arrivée, ce qu'elle va te dire, c'est qu'elle a déniché cet auteur qui avait envoyé son manuscrit et lorsqu'ils l'ont lu, ce fut l'émerveillement. Alors, en urgence, ils se sont précipités pour le recontacter et heureusement, il a accepté de signer avec la maison d'édition. Mais voilà, la plupart du temps, c'est tout simplement faux, car l'auteur arrive principalement dans une maison d'édition pour deux raisons. La première, c'est qu'il est déjà connu, qu'il a le réseau qu'il faut, ou alors c'est tout simplement par un concours de circonstances, mais dans ce cas-là, c'est rarissime. On va donc rentrer dans le détail et tu vas voir tout de suite le lien que ça fait avec les impressionnistes. Aujourd'hui, les maisons d'édition, en général, les personnes qui connaissent un peu le milieu littéraire ont tendance à parler des éditions Grasseuil, c'est-à-dire des trois plus grosses que sont Gallimard, que sont Grasset et que sont Le Seuil. Ces maisons-là ont tendance à répandre la croyance qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre méconnu. En somme, toute personne qui écrirait de manière qualitative serait à un moment obligatoirement édité. C'est une deuxième connerie. Pourquoi ? Parce que si tu prends l'exemple de Gallimard en 2020 lors du premier confinement, alors qu'il croulait littéralement sur les manuscrits, ils ont annoncé qu'ils ne liraient plus les manuscrits, que ce serait terminé, qu'ils le refuseraient systématiquement. On imagine que dans l'eau, alors que l'on parle de milliers de manuscrits, il y en avait probablement certains qui étaient très bons, probablement certains qui vont finir dans des greniers, certains qui finiront oubliés. Et t'inquiète pas que des artistes dans le genre, pas seulement dans le domaine de l'écriture, ça pullule. Mais n'allons pas trop vite, on ne peut pas jeter la pierre aux éditeurs. Ce qu'il faut simplement, c'est comprendre quel est le système. Même s'il n'est pas idéal, je te l'accorde, tu verras qu'il y a quand même d'énormes marges de manœuvre pour soi-même se faire connaître, pour soi-même vivre de ses créations. Commençons par parler des grandes maisons d'édition et tu verras que les principes que l'on va décliner, ils s'appliquent à d'autres formes d'art. Si tu envoies ton manuscrit, il est lu, lorsque l'on parle de Grasseuil, ces trois grandes maisons d'édition, par des lecteurs à qui l'on envoie les manuscrits. Et ils le disent eux-mêmes, ils n'ont souvent pas beaucoup de temps pour les lire. Ils croulent sous les demandes de lecture. Ce qui va donc se passer, c'est simple, c'est qu'ils vont recevoir ton manuscrit, ils vont lire peut-être les premières pages et ils vont grosso modo le survoler. Mais si dès les premières pages, ils ne sont pas accrochés, ça a peu de chances de marcher, ils vont passer à un autre. Et si jamais ils passent cette première étape, il sera lu par d'autres lecteurs professionnels et petit à petit, on va tamiser jusqu'à garder le fin du fin, le gratin. Sachant que ce gratin, il faut bien comprendre qu'il va naviguer dans un certain univers, un univers de personnes qui font partie de la même maison, qui sont conscients de la ligne éditoriale, qui ont probablement des goûts qui sont assez proches, qui ont des conventions sociales, politiques, qui sont également assez proches, ce qui fait que si tu proposes un bouquin complètement dissonant avec ce que ces personnes ont l'habitude de lire, il est possible que ça ne colle pas tout simplement parce qu'elles ne seront pas sensibles à ce que tu vas partager. Sans parler du fait que ton manuscrit peut aussi passer entre les mains de ses lecteurs professionnels un jour où ils ne sont pas disposés, où ils sont tout simplement mal lunés. Et là, j'invente rien, il y a des personnes qui le partagent ouvertement sur Internet. Et d'un côté, ça manque de professionnalisme, mais ça reste des humains. Et cet art est avant tout humain, il fait avant tout appel à la sensibilité, on sera d'accord. Alors certes, d'un côté, ces maisons d'édition ont un énorme pouvoir pour te faire connaître, mais d'un autre côté, elles ont aussi besoin de succès, elles ont besoin de livres qui vont toucher un maximum de lecteurs, tout simplement pour une question financière, pour une question de rentabilité de leur entreprise. Soyons bien d'accord, ces personnes-là ne sont pas là directement pour élever les personnes. Peut-être qu'elles ont des valeurs, peut-être qu'elles croient en certaines choses, mais d'un autre côté, les grandes maisons d'édition surtout restent des entreprises. Et j'en ai pas parlé beaucoup, mais les petites maisons d'édition, c'est pareil. Les personnes ne peuvent pas se permettre de lire tous les manuscrits, elles ont également besoin de publier des livres à potentiel, parce qu'elles ont besoin que ça marche. Alors elles vont pas aller chercher, frapper à la porte en urgence d'un inconnu dans le Morvan, parce qu'elles ont entendu qu'il y avait quelqu'un d'exceptionnel. Si cette personne-là, elle est inconnue, il y a peu de chances qu'elle soit éditée. Ce qui sera plutôt intéressant,
intéressant, c'est d'avoir des personnes qui ont déjà publié, qui ont déjà eu du succès, ou alors qui appartiennent à un lignage, qui sont des fils, des filles des petites-fils, des petites filles, en somme qui, de par leur nom, de par leur image de marque, sont déjà capables de supporter un bouquin. Je sais, ça peut être dur à entendre, mais c'est néanmoins une réalité. Actuellement, sur 6000 manuscrits envoyés à Gallimard, il y en a seulement un qui va être édité. Et là-dedans, on ne prend pas en compte le fait que ce manuscrit qui sera édité peut directement advenir d'une personne qui avait un lien avec l'éditeur. En somme, qui avait peut-être eu le bon réseau pour connecter avec les bonnes personnes et faire en sorte que son manuscrit soit placé en haut de la pile, ce qui change considérablement la donne. Alors là, tu te dis peut-être que c'est mort, qu'il n'y a pas de solution pour être édité ou pour vivre de ton art. Mais je te rassure, il y en a quand même plusieurs. La première, ça peut être de t'auto-produire et de décider de par toi-même faire la pub de ce que tu vends ou d'aller essayer de placer tes produits. Le risque avec ça, c'est de devenir un vrai VRP, une personne qui va frapper aux portes, qui va essayer de se trouver une place sur des marchés ou autres pour pouvoir vendre ce qu'il fait. Pour la raison toute simple de si t'es un inconnu, personne ne va aller te chercher. Donc c'est toi qui vas devoir faire cette démarche, c'est toi qui vas devoir aller chercher tes clients. Même si cette solution, ce n'est pas celle que je recommande, elle est tout de même, selon moi, beaucoup plus profitable que décider de s'isoler à la campagne, d'écrire son roman et après de voir les portes fermées à chaque fois qu'on va le présenter. Alors dans ce cas, quelle autre alternative a-t-on ? Eh bien aujourd'hui, il y a une solution qui te met dans une position beaucoup plus favorable, qui fait la différence, qui te rendra beaucoup plus confortable que ces impressionnistes à l'époque. Cette solution, c'est tout simplement, et c'est historique, ça s'appelle les réseaux sociaux. C'est la capacité de pouvoir communiquer là, maintenant, à propos de ce que tu fais. Le challenge, lorsqu'on est créateur, c'est de pouvoir toucher son public. C'est le seul challenge, sachant que si on part du départ, aujourd'hui, tout le monde peut trouver son public. J'ai des exemples avec certaines personnes qui publient de la poésie. La poésie, c'est très simple. Si aujourd'hui, tu n'as pas un nom pour accompagner ton bouquin, c'est mort parce que personne ne va chez le libraire en demandant les nouveaux poètes. Ils sont plutôt intéressés, par les anciens, les classiques. Souvent, c'est parce qu'on est obligé de les lire à l'école, mais le public est très mince. Alors que si tu commences à te faire connaître, si tu commences à partager ce que tu fais, là, tu peux concerner ton public. Et j'ai d'autres exemples de personnes qui génèrent de très bons revenus grâce à leur peinture ou à leur dessin, mais au milieu de tout ça, il y a un point commun qui est celui d'avoir été capable de créer une communauté, de rassembler ce public qui s'intéresse à tes créations. Et parfois, ce qui est vraiment chouette à voir, c'est que le public de départ n'était pas forcément ouvert à ce qu'il créait, mais par la suite, ils se sont familiarisés et par la suite, ce sont devenus des personnes capables de supporter l'artiste et capables même de le supporter encore davantage en lui achetant ses créations. Ce qui, in fine, comme les impressionnistes, lui permet de partager ce qu'il a envie de partager, de dire ce qu'il a envie de dire, d'essayer de faire bouger les lignes qu'il a envie de faire bouger. Quoi qu'il en soit, de diffuser son art également grâce à celui-ci, de générer des revenus qui lui permettent de continuer confortablement à se former, de continuer à explorer, de continuer à créer. Alors je voudrais te demander, est-ce que ce projet de vivre de tes créations fait partie de tes ambitions ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il serait pas temps de passer la seconde ? Pour ça, je te donne rendez-vous dans cette vidéo et j'espère que tu es bien accroché parce que, enfin, tu verras bien. Unyana wam, hey, lele chana namje, bulinde.